Merci à tous d'être avec nous pour cette heure de discussion consacrée donc à vos préoccupations, vous Français qui êtes installés dans l'État de New York, dans le Connecticut, dans le New Jersey et aux Bermudes, puisque c'est la circonscription couverte par le consulat de New York. Je suis donc Elisabeth Guedel, la rédactrice en chef de French Morning. À mes côtés, Anne-Laure Mondoulet, qui est également journaliste à French Morning. Bonjour Anne-Laure. Et nous recevons donc le consul général de France à New York, Jérémy Robert. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le consul. Et à vos côtés, il y a donc Nadège Manissier, qui est chef du service social du consulat, et puis Laurent Brunet, qui est chef de chancellerie. Merci donc à vous trois d'être avec nous. Je vous rappelle pour tous ceux qui nous suivent que vous pouvez poser vos questions par le chat de ce Zoom. Il faut nous rejoindre sur Zoom et vous pouvez poser vos questions. Ou alors en direct, vous avez en bas de l'écran un petit symbole, la main. Vous cliquez dessus et on vous donnera la parole donc en direct pour ce webinaire qui va s'articuler en plusieurs parties. Donc la première partie, on fera un bilan de cette sortie de pandémie, puisque, monsieur le consul, vous êtes arrivé en 2020 en pleine pandémie, donc les Français ont beaucoup souffert ici de cette pandémie, comme tous les communautés tous ensemble. Ensuite, nous aborderons en deuxième partie, je crois qu'il y a peut-être un petit problème de connexion, vous m'entendez toujours ? Nous allons évoquer en deuxième partie l'éducation bilingue, chère à beaucoup de Français qui nous suivent pour ce webinaire. Et puis en dernière partie, bien les services consulaires, toutes les démarches administratives, on parlera des rendez-vous passeports, etc. Donc tout ça, nous verrons ensemble. Donc on va commencer, monsieur le consul, par cette sortie de pandémie. Vous êtes arrivé en septembre 2020 et on imagine que vous avez eu donc une vue assez longue de cette sortie de pandémie. Comment ça se passe ? Beaucoup de Français, des restaurateurs, des commerçants, mais également les Français installés ici ont beaucoup souffert de ce Covid. Absolument. Tout d'abord, je voulais vous dire tout le plaisir qui est le mien d'être avec vous aujourd'hui, remercier French Morning, remercier toute la communauté française à New York qui est vraiment extraordinaire. Et quand je dis New York, c'est la circonscription de New York, c'est la ville de New York, l'État de New York, le New Jersey, le Connecticut et les Bermudes, comme vous l'avez dit, vraiment une communauté magnifique, active, diverse, dynamique, et une communauté qui a effectivement souffert pendant la crise du Covid. Alors, je suis arrivé en septembre 2020, pour être tout à fait honnête, donc je n'ai pas connu le pic vraiment de gravité de la crise qui avait vraiment frappé les Français de New York et les New-Yorkais à partir de mars 2020. Donc, je mesure vraiment tout le traumatisme qui a été celui de la communauté. Tout l'engagement de mon équipe au consulat, l'équipe du consulat général. Vous avez ici, comme vous l'avez dit, Laurent Brunet qui est arrivé cette année, il y a maintenant 6 mois environ, et Nadège Manissier qui, elle, était là, donc chef du service social. Laurent, lui, est chef de la section consulaire, et Nadège Manissier était là au moment du pic de cette crise, et l'équipe du consulat était totalement mobilisée en soutien des Français. Le consulat n'a jamais fermé ses activités. Certes, les activités ont été réduites au pire moment, notamment en présentiel, parce qu'il y avait des préoccupations sanitaires, mais le consulat a toujours été là aux côtés des Français. Donc, la sortie aujourd'hui, peut-on vraiment parler de sortie définitive ? On l'espère. En tous les cas, on est dans un processus d'amélioration très clair avec des hauts et des bas. Donc, le bas, ça a été plutôt la vague Omicron récente. Donc, on reste quand même toujours un peu toujours très prudent dans nos affirmations. Mais en tous les cas, actuellement, la situation va mieux. Elle va mieux au plan sanitaire, elle va mieux au plan des restrictions. Vous avez vu on est sorti à nouveau de certaines restrictions. Les États-Unis sont repassés au vert. Ça veut dire qu'il y a encore plus de facilité quand on est aux États-Unis pour se rendre en France. Vous avez vu qu'à New York, on ne demande plus le pass pour Excelsior, le pass Keys to New York pour se rendre dans les lieux de loisirs et les lieux de restauration. Voilà, donc on est en train de sortir des restrictions, et au niveau économique, je crois qu'on va en parler, peut-être il y aura peut-être des questions là-dessus. On est là aussi dans une phase de reprise, une phase de rebond, une phase très dynamique, et les Français de New York, ils sont là pour participer à cette dynamique. Alors,
Nous avons justement une question, alors ça relève plus peut-être de l'ambassade que du consulat, mais une question de Néhéma qui demande si on a toujours besoin du pass vaccinal pour la France et puis si on a toujours besoin de faire un test pour aller en France comme pour aller aux États-Unis. Ok, alors de façon générale, comme on travaille en équipe au consulat, je passerai souvent la parole à mon équipe, mais là je peux répondre à quelques questions. Donc le test, il est plus, si on est vacciné, le test, il n'y a plus besoin de faire de test, et ça fait déjà quelques semaines que c'est le cas. Donc plus de tests des États-Unis vers la France. Il y a toujours un test à faire quand on vient de la France vers les États-Unis. Ça, c'est des mesures américaines. Les États-Unis demandent toujours un test antigénique ou PCR qui doit être fait un jour avant le départ. Voilà. Donc, en tout cas, vers la France, les mesures sont très allégées, encore plus allégées actuellement quand on est repassé, je vous l'ai dit, les États-Unis sont repassés au vert. Ça veut dire que pour aller en France, même si on n'est pas vacciné, ce n'est pas forcément bien de ne pas être vacciné. On encourage toujours les Français à se faire vacciner. Mais même quand on n'est pas vacciné, on peut aller en France maintenant sans raison impérieuse, alors que c'était le cas auparavant, juste en faisant un test. Donc, on fait un test que si on n'est pas vacciné. Si on est vacciné, plus besoin de test. Pour le pass vaccinal, donc là, c'est une autre problématique. C'est le pass qu'on avait mis en place, comme les New-Yorkais l'avaient fait dans l'État ou dans la ville de New York. C'est pour aller dans les lieux de loisirs en France, lieux de restauration, les trains. Et ce pass vaccinal est levé en France à partir Laurent, vous me rappelez la date de levée? 14 mars. 14 mars, voilà. Donc on l'a levé il y a 3 jours, donc il n'y a plus de passe vaccinal à avoir. Je sais que ça a été pour les Français de l'étranger, pour les Français aussi de France, pour les Français de l'étranger, il y avait des fois des difficultés parce qu'on devait faire des équivalences vaccinales. Il y a des parcours vaccinaux qui n'étaient pas forcément toujours les mêmes en France ou aux États-Unis en France. On est sorti de ça. On espère qu'on est sorti définitivement de ça. On ne peut pas prédire l'avenir, mais en tous les cas, actuellement, on est sorti du pass vaccinal. Anne-Laure va évoquer maintenant l'aspect effectivement économique très important à New York. Oui, comme le mentionnait Elisabeth, la pandémie a eu des conséquences assez terribles pour les entreprises, les chefs d'entreprise français, notamment les restaurateurs et les commerçants, bien sûr, à qui on pense en premier, mais bien d'autres. Ce qui nous intéressait, c'est de savoir, selon vous, quelle est la situation aujourd'hui pour ces entreprises, pour les secteurs qui embauchent et qui emploient des Français à New York et dans la circonscription. Alors, la situation, comme partout dans le monde, comme en France, comme dans d'autres pays, comme ailleurs aux États-Unis, la situation au sortir de la crise a été différenciée. Il y a, comme dans toute crise, il y en a qui ont plutôt bien traversé la crise, des secteurs qui ont été plutôt préservés, il y a des secteurs même qui ont bénéficié de la crise, et beaucoup de secteurs ont été affectés. Voilà, ce qui est le cas à New York, il y a une situation assez différenciée. Il y a eu beaucoup de personnes affectées. Les secteurs les plus affectés, on les connaît, c'est les secteurs qui accueillent du public, la restauration, le commerce de détail, les boutiques, donc des secteurs dans lesquels la France a traditionnellement une présence forte. Voilà, la France à New York, c'est cette vitrine incroyable de commerce, de boutiques, de restaurants. Et il y a clairement eu du dégât, des pertes d'emplois, des gens qui ont dû mettre la clé sous la porte, des pertes de chiffre d'affaires. Mais pour ceux qui ont traversé la crise dans ces secteurs-là, ce qu'ils me disent aujourd'hui, et moi je suis vraiment à leur soutien, à leur rencontre. Dès que je suis arrivé à New York, je suis allé les rencontrer, les commerçants. On a mis en place une application très utile, je pense, qui permet sur une carte de pouvoir répertorier tous les lieux français, tous les lieux qui accueillent du public tenus par des Français ou qui sont d'inspiration française à New York, donc tous les restaurants français, toutes les boulangeries, tous les commerces français. Et ce système a été dupliqué ailleurs aux États-Unis, il est aussi au Canada. C'est vraiment un instrument très facile et je vous encourage à le télécharger. Il faut aller dans l'application Napster et vous tapez Vive la France à New York et vous allez avoir cette carte. Voilà, donc situation pour ces commerçants, ces restaurateurs qui a été compliquée, mais ceux qui sont sortis de la crise en sortent encore plus déterminés, encore plus forts. Et ils me disent aujourd'hui que la situation est
est très dynamique. Voilà, l'habitude de consommation qui était très forte à New York est repartie. On continue à parler un peu avec prudence, parce qu'on espère qu'il n'y aura pas de régression, mais en tout cas, on est dans une phase assez dynamique. Les autres secteurs traditionnels de la présence française à New York, c'est la finance, Wall Street, les fonds d'investissement, les banques, c'est les médias, la tech de plus en plus. Vous savez qu'il y a plus de 400 sociétés de tech, des startups françaises basées à New York. Alors, soit des startups françaises qui sont basées en France et qui viennent ouvrir une succursale à New York, une antenne, pour venir chercher des marchés supplémentaires, chercher de la valeur ajoutée, conquérir le marché américain. Il y en a de plus en plus, soit des Français qui viennent établir des sociétés aux États-Unis, à New York, et qui contribuent aussi au rayonnement de la France. Et la tech, de façon générale, a plutôt bien résisté à la crise, même si là aussi c'est un peu différencié, ça dépend des secteurs de tech dans lesquels on est. Pareil pour la finance, même si il y a là aussi un tableau qui ne peut pas non plus s'appliquer à tous les Français. Voilà. Donc le bilan global, il est forcément négatif sur l'année 2020. L'année 2021 a déjà vu un bon rebond, et l'année 2022 devrait être celui d'un rebond encore plus fort. Voilà. Et justement, dans le contexte de cette sortie de crise, est-ce qu'on assiste à un retour de Français, d'entreprises françaises? Vous avez noté un afflux. Est-ce que la problématique des visas, des retards de visa est toujours un sujet pour ces entrepreneurs? D'accord. Il y a plusieurs questions. Donc, la première sur le retour des Français. Donc déjà, est-ce qu'il y a eu un départ de Français? Oui, il y a eu un départ de Français. Il faut voir aussi qu'il y a chaque année des Français qui partent. Voilà. Donc, comme les frontières, vous l'avez dit, les frontières américaines étaient fermées pour ceux qui voulaient venir s'établir. Pendant plus d'un an, il y a eu en fait que des flux sortants. Donc, il y avait des Français qui partaient, il n'y avait pas les Français qui pouvaient venir s'établir. Donc, on était dans un sens unique. Donc, forcément, il y a eu une diminution de la communauté française. Je crois que c'était autour de 7% des inscrits. Ce n'est pas toute la communauté. Vous savez qu'il y a à peu près un Français sur deux et demi qui s'inscrit au consulat. Ce n'est pas très bien. D'ailleurs, il faut s'inscrire au consulat. On en parlera tout à l'heure dans la troisième partie. Mais il y a clairement eu dans les nombres des inscrits, des Français inscrits au consulat, il y a eu une baisse de 7%, 7,5% en 2020 et à nouveau baisse de 2%, 2,5% en 2021. Ce qu'on observe depuis la fin 2021, donc depuis 6 mois en fait, on observe une augmentation assez forte des inscriptions et donc des arrivées. Donc oui, il y a des Français qui reviennent ou qui viennent en fait s'établir, qui attendaient de venir s'établir, qui attendaient d'avoir le rendez-vous pour avoir le visa qui leur permette de venir aux États-Unis. Et on est clairement dans une nouvelle dynamique et une nouvelle augmentation des Français qui nous permettra, je le pense, d'arriver au même niveau qu'avant la crise. Est-ce que les problèmes de visa, c'était votre deuxième question, est-ce que les problèmes de visa américains sont toujours d'actualité? Là, la situation s'est vraiment améliorée. Je mesure la difficulté pour les Français qui a été celle pour ceux qui avaient un visa américain qui n'était pas une carte verte, voilà, ou qui n'était pas binationaux. Donc, quand on avait un visa, on pouvait, pour la plupart, on ne pouvait pas voyager vers la France parce que les Américains ne permettaient pas, sauf complications extrêmes, de passer par un pays tiers, ne permettaient pas de revenir aux États-Unis. Donc, les Français sont restés trop longtemps sans pouvoir voyager vers la France, vers l'Europe, vers leur famille. Des Français ont pu faire. La France s'est vraiment impliquée là-dessus pour pousser, pour encourager les Américains à rouvrir leurs frontières. Les Américains l'ont fait, avec retard par rapport à nous, mais l'ont fait. Donc, on est sorti de cette situation. Est-ce que les problèmes sont totalement finis? Non, il y a toujours des retards. Les Français avaient souvent des délais pour l'obtention des visas américains à l'ambassade américaine à Paris qui étaient juste trop longs, des visas sur un an. Mais la situation redevient à la normale avec des rendez-vous qui sont proposés maintenant de façon beaucoup plus proche. Et le retour qu'on a est quand même très positif. Ce n'est pas totalement fini, mais on est dans une phase de retour à la normale là aussi. Alors, monsieur le consul, il y a une question des aides. On en parlera certainement dans la dernière partie, mais des aides. Est-ce qu'il
financière pour les Français, forcément un business. Est-ce qu'on peut s'adresser au consulat pour avoir des aides Covid encore? Malheureusement, la connexion n'est pas toujours très bonne, Elisabeth, quand vous parlez, mais on a quand même compris le sens de votre question. Les aides, oui, elles existent. Je vais demander à Nadège Manissier de rappeler les aides, les dispositifs d'aide sociale qui ont été mis en place pour les Français en difficulté. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces aides, ce sont des aides pour des familles, pour des individus. Ce n'étaient pas des aides pour un commerce, pour une affaire, pour un business. Ça, les aides, il fallait se tourner vers les autorités américaines, les dispositifs américains, qui ont été nombreux, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau de l'État ou de la ville. Cela dit, nous avons au consulat, avec l'apport d'associations, mis en place un dispositif pour aider aussi là à titre individuel les commerçants les plus affectés. Et ce dispositif est certes modeste au regard des besoins, mais répond à une nécessité. Et en tous les cas, on a là aussi fait le maximum pour ceux qui étaient dans l'extrême nécessité, les commerçants qui avaient vraiment perdu une part importante de leur chiffre d'affaires, puissent avoir un petit coup de pouce de la part de la France, de la part du consulat, et c'est ce qui a été fait. Donc, là, sur SOS peut-être. Voilà, là c'était plus une question de Français qui travaillent, c'est une indépendante en l'occurrence, mais qui est mère célibataire. Comment est-ce qu'elle peut avoir des aides encore? Ok, donc là, Nadège va vous parler peut-être juste à la fois du mécanisme SOS et du mécanisme entrepreneur là, qui est toujours en place, et en vous présentant ces deux possibilités. Donc le ministère a mis en place dès 2020 le mécanisme des secours occasionnels de solidarité pour les personnes qui ont perdu leur emploi du fait du Covid et qui se trouvent dans une situation financière difficile, voire précaire. Le dispositif existe toujours aujourd'hui. Il avait été prolongé en 2021, puis prolongé en nouveau en 2022. Donc, on reçoit des demandes et on verse des secours occasionnels de solidarité tous les mois. Donc, c'est un montant qui n'est pas très élevé. C'est un peu plus de 300 € pour un foyer, avec une part enfant à un peu plus de 200 € par enfant. Et donc, il faut adresser son dossier au service social du consulat. Il y a toutes les informations sur notre site internet à la rubrique service aux citoyens, aide sociale. Sur le dispositif de l'aide aux entrepreneurs et auto-entrepreneurs, ce sont deux associations qui ont déposé une demande de subvention auprès du consulat et donc du ministère pour avoir les moyens d'aider des entrepreneurs et auto-entrepreneurs français en difficulté du fait du Covid. Et donc, la campagne de dépôt des dossiers est toujours en cours. Il y a encore 10 jours pour déposer le dossier. Là aussi, vous trouverez les informations sur notre site internet à la rubrique Information coronavirus. Et donc, il y a 10 jours encore pour déposer le dossier. Et donc, ce sera une allocation aux 30 entrepreneurs avec les dossiers les plus en difficulté qui pourront obtenir une aide de 1 500 €. Très bien. Donc, tout ça, on va retrouver ça sur le site du consulat. On en reparlera aussi sur French Morning. On va aborder donc l'autre partie, une deuxième partie, sur les élections qui approchent, élections présidentielles et législatives. Je pense que c'est très important de rappeler les dates, puisque en Amérique du Nord, on ne va pas voter en même temps que la France. Il faut se souvenir d'un jour déjà de la semaine. On va voter des samedis, alors que la France, ça sera les dimanches. Donc, le premier tour, vous m'arrêtez si je me trompe, le premier tour de la présidentielle aux États-Unis et en Amérique du Nord, ça sera le samedi 9 avril, le 10 en France. Le deuxième tour, ça sera le samedi 23 avril, second tour de la présidentielle, donc le 24 en France. Pour les législatives, alors là, le et samedi toujours, ici aux États-Unis, le 19 en France. Donc voilà pour les dates. Beaucoup de questions, en fait, clairement,
quand voter, on vient d'y répondre, comment et où surtout pour les bureaux de vote. Donc sur les différents modes de vote, je vous laisse répondre, Monsieur le Consul. Alors, je vais juste introduire et passer la parole à Laurent Brunet, qui est, comme je l'ai dit, chef de la section consulaire et qui est à la tête d'une équipe extraordinaire, comme toute l'équipe du consulat, et qui a mis en place une task force vraiment sur les élections, parce que les élections, c'est le grand moment démocratique pour les Français en France, mais les Français de l'étranger aussi. Et c'est en particulier le cas à New York. À New York, on a la plus grande communauté française d'Amérique du Nord. On a beaucoup d'électeurs. Et c'est pour nous un vrai défi. Voilà, un vrai défi en temps normal, un défi logistique. Nous ne sommes pas en France. Nous n'avons pas les facilités qu'on peut avoir en France, les facilités administratives, les facilités d'organisation. Donc, c'est en règle générale toujours un vrai défi à relever pour l'équipe, pour faire voter la communauté française dans la circonscription qui est très étendue, qui va des Grands Lacs au nord de l'État aux Bermudes en allant jusque dans le New Jersey. C'est encore plus un défi à l'heure actuelle. Avec le Covid, on ne peut pas non plus faire les choses comme on faisait totalement avant. Alors, Dieu merci, la situation, comme on l'a dit, est en train de se normaliser. Donc, on est dans une situation qui est bien meilleure que l'an dernier. Donc, ça facilite la tâche. Mais c'est en tous les cas, pour nous, un chantier extraordinaire. Et on veut être au rendez-vous de ce chantier pour les Françaises et les Français de la circonscription. Les grandes lignes de cette ambition, c'est de faire aussi bien que ce qui est fait d'habitude, et c'est en général très bien fait. Les Français de New York votent dans de bonnes conditions, mais c'est d'apporter quelques améliorations, quelques aménagements, je dirais plus qu'améliorations, notamment pour prendre en compte la géographie de la présence française à New York. Donc, ça veut dire qu'on on votera au même endroit. On ne peut pas vous dire avec exactitude aujourd'hui, mais c'est réglementaire. On ne peut pas vous annoncer précisément où seront les bureaux de vote. Voilà, c'est pas qu'on ne souhaite pas le faire. On l'a bien sûr déjà décidé, mais on ne peut pas le faire maintenant. Par contre, vous allez recevoir très bientôt une convocation pour l'élection et vous aurez l'adresse des lieux. On ne vous entend pas bien, Monsieur le Consul. Agrandir encore l'offre en termes géographiques. Vous n'entendez pas bien, là? Ça va mieux? On ne vous voit plus. Vous ne voyez plus? On ne vous voit plus. Ah bon? Petit problème de connexion. Mais continuez, on vous entend. Et puis après, je pense que Laurent Brunet va prendre le relais. Alors, je crois qu'on ne vous entend plus. Je vous propose, Laurent, de prendre le relais. Oui. Je peux peut-être compléter ce que le consul général vient d'expliquer. Donc, les convocations seront adressées aux électeurs par courrier électronique le 23 mars et par voie postale à compter du 28. Dans ces convocations figureront les bureaux de vote qui sont assignés à chaque électeur. Il est possible que lors de la constitution de notre dispositif des bureaux de vote, certains électeurs soient assignés à un bureau de vote un peu différent géographiquement de celui auquel ils ont pu voter en 2017. Mais chacun aura sa convocation et l'adresse de son bureau de vote auquel il pourra se rendre. Alors, il y a notamment des questions sur qu'est-ce qu'il faut présenter quand on va au bureau de vote. Est-ce que la carte d'identité suffit, en fait? Ça, c'est une question. Merci, Elisabeth. Oui, bien sûr, la carte d'identité suffit. Le passeport français également. Un passeport ou une carte d'identité en cours de validité ou même expiré suffit à justifier de la possibilité de sa capacité d'électeur en tant que ressortissant français, à la condition, bien sûr, de figurer sur la liste d'émargement, c'est-à-dire la liste électorale consulaire de la circonscription. Vous pouvez également présenter une carte consulaire. Une carte consulaire que vous pouvez télécharger sur le site service-public.fr. Vous pouvez aussi, alors là, c'est dans des cas un peu particuliers, présenter un document administratif français ou même un document d'identité européen de l'Union européenne sur lequel figure votre identité et votre photo.
Donc, vous confirmez, Laurent, qu'il ne faut pas s'inquiéter si on n'a rien reçu pour le moment, parce qu'en fait, c'est des questions qui reviennent. Je n'ai rien reçu, je ne sais pas où, quand voter. Et c'est à la fois normal et un peu, je comprends, embarrassant. Nous aussi, nous souhaiterions indiquer à nos électeurs le bureau de vote qui leur est assigné. Nous ne pouvons pas le faire pour l'instant, nous n'avons pas encore l'autorisation tant que l'arrêté qui fixe les bureaux de vote n'a pas été définitivement adopté, signé et publié. Vous avez une date à peu près? Non. Non, on doit être informé par notre administration centrale de la publication lorsque l'arrêté sera publié. Et il y aura de nouveaux bureaux de vote? Alors, je ne veux pas déflorer naturellement le dispositif. Monsieur le Consul peut nous dire un petit peu plus? Est-ce qu'il y en aura d'autres par rapport à ceux qu'on a l'habitude d'aller? Oui, on peut pas aller dans le… Déjà, je suis désolé des problèmes techniques qu'on a rarement, mais qu'on a aujourd'hui. Donc, je suis désolé pour nos compatriotes qui nous écoutent. Il y aura plus de bureaux de vote. Alors, il y a à la fois les centres de vote et les bureaux de vote. Donc, il y aura plus de centres de vote. Hein. Ça, on peut le dire. Notamment, il y en aura un supplémentaire à Brooklyn. Ça, on peut quand même le dire. Pour permettre de mieux prendre en compte la géographie des Français, la présence des Français à Brooklyn. Avant, il y avait un seul centre de vote. Il y en aura un deuxième. Vous m'entendez là? C'est bon? Oui. Parce que les Français, il y a une grosse communauté française à Brooklyn de plus en plus. Je ne vais pas aller dans le détail du reste, notamment à Manhattan, mais je rassure les Français ailleurs dans la circonscription que le dispositif de vote sera au mieux aussi bien qu'avant, voilà, et que les Français qui votaient un peu plus loin de Manhattan et de New York, de la ville de New York, pourront toujours voter là où ils votaient dans le passé. Voilà, donc il n'y a que du mieux, et ça, je vous l'assure. Alors, sur les façons de voter, ça va être différent. Les opportunités sont différentes avec la présidentielle et législative. Anne-Laure va évoquer notamment la procuration, parce qu'on a énormément de questions sur les procurations. Mais ce qu'il faut rappeler, justement, il y a différentes façons de voter pour ces deux scrutins. Donc ça, c'est une question pour Anne-Laure ou pour D'abord, avant d'évoquer, ou Anne-Laure, tu peux commencer peut-être, mais c'est vrai qu'on n'a pas, faut préciser. À ce moment-là, je vais demander à Laurent de préciser les différentes façons de voter. Le vote à l'urne, le vote par correspondance. Voilà. Donc à l'urne, par correspondance, puis du coup la procuration aussi, d'en parler à ce moment-là, de voir les modalités. Très, très volontiers. Donc, deux scrutins. Pour l'élection présidentielle, deux possibilités, soit un vote à l'urne, soit un vote par procuration. Et pour l'élection législative, toujours les mêmes possibilités, les deux mêmes possibilités, un vote à l'urne ou un vote par procuration, plus deux autres supplémentaires, le vote par correspondance et en principe le vote par Internet, si le dispositif in fine est validé, puisqu'en 2017, le dispositif a été invalidé pour des questions de sécurité un peu en dernière minute, mais en principe, on devrait aussi pouvoir voter pour l'élection législative par Internet. Alors, tu avais des questions. C'était l'essentiel des questions sur les procurations. Une personne se demandait pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voter on ne peut voter de façon électronique que pour les élections législatives. Pour une raison juridique un peu complexe, mais en fait, pour un même scrutin, tous les électeurs doivent avoir la possibilité de voter de la même façon. C'est-à-dire que pour l'élection législative, tous les électeurs de la circonscription d'Amérique du Nord, comme pour les autres circonscriptions des députés des Français de l'étranger, ont la possibilité de voter de la même façon. C'est la raison pour laquelle le vote par Internet est ouvert. Or, pour la présidentielle, le vote par Internet pourrait l'être techniquement, on le voit bien, pour les Français de l'étranger, mais il ne l'est pas pour les Français de France. Et donc, cette discordance entre la possibilité de voter par Internet à l'étranger et l'absence de cette possibilité en France fait que pour la présidentielle, eh bien, on est tous au même régime que les Français de métropole, c'est-à-dire soit un vote à l'urne, soit un vote par procuration. D'accord. On a une autre question d'une personne qui demande si elle a voté à New York aux élections précédentes. Est-ce qu'on est automatiquement considéré comme votant à New York, et si ça a changé, comment vérifier que c'est le cas? Alors, si elle figure toujours sur la liste électorale consulaire, bien sûr, elle pourra voter à New York. En principe, depuis la réforme de 2019, tant qu'on ne demande pas son rattachement à une autre liste électorale, soit à l'étranger, soit en France, eh bien, on demeure sur la liste électorale sur laquelle on était déjà inscrit.
Donc, en principe, tout le monde est maintenu sur la liste électorale de New York, sauf à vouloir s'inscrire ailleurs. La façon de vérifier son inscription, eh bien, c'est soit en allant sur le site service-public.fr, où il y a un dispositif très simple qui permet, en indiquant l'endroit où on doit voter et son identité, en le reportant fidèlement sur l'application, eh bien, on obtient la confirmation ou l'information de sa présence sur la liste électorale consulaire. On peut également adresser bien naturellement un message à notre adresse générique et nous nous ferons un plaisir de répondre comme nous le faisons déjà beaucoup. Une personne qui également a indiqué être récemment inscrite au registre des Français de l'étranger et établis hors de France et qui a reçu une confirmation, ça confirme la possibilité pour cette personne de venir voter à New York. En principe, si on est inscrit sur notre registre consulaire, on est également inscrit sur la liste électorale consulaire. Pour autant, les deux inscriptions sont dissociées, c'est-à-dire que certaines personnes, au moment de leur inscription au registre consulaire, ont demandé à ne pas figurer sur la liste électorale parce qu'ils préféraient voter en France. Et dans ces cas-là, on est au registre consulaire de New York, mais pour autant, on vote ailleurs. Donc, vous répondez aussi à la question de Yves, qui a voté en 2019 à Mamaroneck et qui demande s'il est toujours inscrit sur la liste électorale. Donc, vous encouragez à vérifier effectivement les inscriptions aux adresses email. Voilà. Soit même tout seul sur le site service-public.fr, soit en nous adressant un email. Et nous ferons vraiment une joie de répondre à nos administrés et de leur indiquer s'ils sont toujours sur notre liste. Concernant la procuration, une question de Marc qui dit si on ne peut pas se déplacer pour aller voter et qu'on ne connaît personne à qui donner la procuration. Déjà, peut-être rappeler qu'il faut accompagner la personne pour obtenir une procuration. Comment ça se passe? Comment on fait pour avoir la procuration? Et après, comment on fait si on ne connaît personne? Alors, si on ne connaît personne, c'est bien triste. Non, la procuration, c'est très simple aujourd'hui. Maintenant, le dispositif a été considérablement amélioré. Désormais, on peut saisir une demande de procuration en ligne, tout seul, en disposant de son numéro national d'électeur et en disposant du numéro national d'électeur de son mandataire, de la personne qui votera en votre nom. Pour ça, il faut se rendre sur maprocuration.gouv.fr et saisir en ligne l'identité du mandant, sa propre identité donc, et l'identité de son mandataire, la personne qui votera en votre nom. Le numéro national d'électeur, vous pouvez le trouver sur votre carte d'électeur, lorsque vous disposez d'une carte d'électeur en France. Vous pouvez le trouver sur votre carte consulaire. Vous pouvez également le trouver en ligne sur service-public.fr en reportant votre identité. On vous restituera votre numéro national d'électeur. Une fois cette procuration saisie en ligne, eh bien, vous devrez vous présenter au consulat pour faire valider votre identité. Ce sera la simple formalité qui va vous contraindre à vous déplacer jusqu'à nos services. Ensuite, vous vous présentez au consulat et la formalité dure 5 minutes, 2 minutes. Il suffit juste de vérifier que le dossier qui a été saisi en ligne est bien celui de la personne qui se présente avec ses documents, ses pièces d'identité. Vous pouvez également imprimer un formulaire CERFA que vous pouvez trouver sur service-public.fr et déposer ce formulaire CERFA auprès de nos services ou auprès d'un consul honoraire de la circonscription. Juste une précision, vous me contredirez, Laurent, si je me trompe, mais il faut être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter par procuration. Et il y a eu une date limite qui était le 4 mars pour voter à la présidentielle, mais ce n'est pas trop tard si on n'a pas fait les démarches pour les législatives. C'est le 29 avril. En fait, il y a une date limite pour s'inscrire sur les listes électorales, oui, qui était le 4 mars pour disposer de la possibilité de voter à l'élection présidentielle et qui sera le 29 avril pour avoir la possibilité de voter pour l'élection législative. Pour autant, pour les procurations, vous pouvez faire enregistrer une procuration jusqu'à la veille du scrutin, jusqu'au dernier moment. Il est très recommandé de le faire en amont du scrutin et bien en amont qu'une seule journée. Mais pour autant, le délai va jusqu'au scrutin. Pour pouvoir souscrire une procuration, il faut que le mandant et le mandataire figurent sur une liste électorale. Pour autant, il n'est pas nécessaire qu'il figure sur la même liste électorale. Puis, en revanche,
La personne qui va voter en votre nom, il faudra qu'elle vienne exprimer le suffrage là où vous devez voter, dans le bureau de vote qui vous sera assigné. On a une autre question de François sur le nombre maximal de procurations que l'on peut utiliser pour chaque personne. Alors, la réforme des procurations a rendu l'exercice un peu complexe. Et de façon à être intelligible, je vais simplifier les choses. Lorsque vous votez dans la circonscription à New York et que vous êtes un mandataire, que vous votez pour d'autres personnes de la circonscription de New York, eh bien, vous pouvez détenir jusqu'à 3 procurations. Puisque je pense que c'est le cas le plus général parmi les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. D'accord. Merci Elisabeth. Je pense qu'on a fait le tour des questions pour les élections. On va juste suggérer d'aller évidemment consulter le site du consulat, consulter aussi French Morning, on y consacre une partie. Et on va passer donc à la 3e partie. L'éducation bilingue, Monsieur le Consul, un sujet très important pour les Français ici. Il existe une 30aine d'établissements bilingues privés et publics avec ou sans homologation. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le bilan de comment ces établissements ont vécu la crise Covid? Est-ce que ça a été marqué par un départ de francophones et comment attirer les Français? Alors, déjà, sur l'importance de l'enseignement bilingue, j'en suis absolument persuadé, convaincu. Je le suis à titre professionnel en tant que consul général de France ici à New York. Je sais l'importance de cette question pour les Français, l'importance qu'il y ait une offre bilingue de qualité, une offre diversifiée avec à la fois les établissements qui sont, je vais peut-être aller un peu dans le détail pour bien présenter, qui sont affiliés à l'AEFE, c'est-à-dire ce sont des établissements qui ont un cursus français reconnu par l'éducation nationale française, qui sont donc homologués, établissements privés, de droit privé, mais qui suivent un cursus pédagogique français et qui sont contrôlés par les autorités françaises pour ce cursus, ce curriculum. Voilà. Nous avons la chance d'en avoir 8 ici dans la circonscription de New York. Ce sont on les appelle couramment les écoles françaises qu'on connaît. Et il y en a 2 qui vont jusqu'au bac. Je peux d'ailleurs toutes citer ces écoles parce qu'elles sont absolument extraordinaires. Je les ai toutes visitées et à chaque fois, je vois l'engagement des enseignants, l'engagement des parents d'élèves, des élèves qui sont extraordinaires. Voilà. Donc, celles qui vont jusqu'au bac, c'est le lycée français de New York qui est bien connu et la FASTNI aussi qui vient de fêter ses 40 ans, FASTNI à Mamaroneck dans le Westchester, qui sont les 2 établissements qui proposent un cursus de la maternelle jusqu'au bac. Et ensuite, vous avez les autres écoles, le Lyceum Kennedy, aussi basé à Manhattan, toujours à Manhattan, The École, une voie d'homologation dans l'école des Nations Unies, UNIS, avec un cursus reconnu par l'éducation nationale française, l'école internationale de Brooklyn, la French American Academy à Jersey City et la French American School de Princeton. Donc ça, ce sont les établissements privés français reconnus par l'éducation nationale française. C'est de l'ossature de notre présence éducative et c'est vraiment important pour la communauté et aussi important pour le rayonnement de la France parce qu'il n'y a pas que des Français, il y a aussi des Américains, des personnes d'autres nationalités qui scolarisent leurs enfants dans ces écoles-là. Alors, est-ce qu'elles ont été impactées par la pandémie? Oui. Il y a eu des problèmes, et à chaque fois surmontés de façon courageuse et incroyable par tout le personnel et les élèves aussi de ces écoles. Problème pour le respect des règles sanitaires. Alors, certaines écoles se sont adaptées, des écoles ont continué le 100% présentiel. Là, je parle pour 2021, puisque 2020, au pic de la crise, toutes les écoles ont dû passer en virtuel.
Certaines ont eu un mode plus hybride. Il y a eu des difficultés pour faire venir les professeurs français de France, mais les autorités françaises, le consulat, l'ambassade s'est mobilisé pour avoir des dérogations à l'interdiction de visa. On a pu obtenir difficilement, mais on l'a fait, des autorités américaines de donner des visas à ces enseignants en leur disant qu'ils ne pouvaient pas être soumis au travel ban, qu'il fallait donner des restrictions. Malgré ces difficultés, ces écoles, malgré une baisse à peu près générale dans les effectifs de ces écoles sont en train de rebondir et la situation est plutôt très positive actuellement. Et je continue mes tournées assez régulières dans les écoles et la situation est plutôt bonne actuellement. Alors, en parallèle à ces écoles, il y a aussi, pour diversifier l'offre de la communauté, parce que nous sommes bien conscients que cette offre peut être considérée comme chère par une partie de la communauté. Donc, Nadège pourra présenter plus tard les instruments qu'on a pour aider les Français qui ont le plus besoin d'aide pour pouvoir scolariser leurs enfants dans ces écoles en apportant des bourses scolaires. Mais il y a clairement des Français qui ne peuvent pas être dans ces catégories qui ont des revenus qui sont supérieurs à ces bourses scolaires que nous apportons, mais dont les revenus ne permettent pas malheureusement de scolariser leurs enfants, leurs enfants ou leurs enfants dans ces écoles, et qui décident aussi par choix, des fois, pas seulement par nécessité, mais par choix de scolariser leurs enfants dans les écoles publiques américaines. Et donc là, on a un nouvel instrument, enfin un autre instrument qui est extraordinaire aussi, qui est les cursus bilingues dans les écoles publiques. Donc là, cela ne coûte absolument rien dans une école publique. Et la France se mobilise depuis plusieurs années au plus haut niveau de l'État. Le président Macron s'est saisi de cette priorité en créant un fonds pour aider à la création de ces cursus bilingues dans les écoles publiques américaines à l'échelle américaine. Donc, et beaucoup d'établissements, enfin il y en a 12 à New York, proposent des cursus bilingues dans les écoles publiques. Alors, ces cursus sont diversifiés. Il y en a qui vont loin au lycée, qui partent de la maternelle jusqu'au lycée. D'autres proposent que la maternelle, d'autres que le primaire. Voilà. Mais en tous les cas, c'est une offre qui existe, qui est bonne, qui est positive. Et vous pouvez compter sur notre engagement, l'engagement des autorités, pour continuer à soutenir cela. Mais on dépend des autorités américaines, on dépend de la mairie de New York, on dépend des règles aussi de l'État de New York et souvent de l'engagement des parents de la communauté francophone. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas que pour les Français, ce sont pour les francophones et qu'il y a une importance aussi à créer des écoles comme ça de façon diversifiée dans l'ensemble de la ville de New York, y compris là où il y a des communautés francophones non françaises. Enfin, je veux dire, il y a des Africains francophones dans le Bronx, à Harlem, et il faut qu'il y ait des cursus qui soient créés aussi là-bas. Et je sais que c'est une priorité pour nous, mais aussi une priorité pour la communauté francophone. Voilà. En plus, et je m'arrêterai là, il y a d'autres possibilités si on veut apprendre le français. Avoir des cours français, vous savez, les cours flammes français en langue maternelle, c'est-à-dire qu'on peut être scolarisé dans un cursus américain public où il n'y a pas malheureusement d'offres bilingues, et du coup, on donne des cours en plus à ces enfants pour suivre des cours soit le soir, soit le week-end, pour essayer de se mettre à niveau, notamment à l'écrit, parce que souvent on observe que les Français peuvent parler français à leurs enfants, mais que c'est à l'écrit qu'il faut un investissement particulier. Et là aussi, il y a une offre. Donc, ce que je vous invite en fait à aller sur le site du consulat. Toutes ces écoles sont répertoriées sur notre site et vous avez aussi les indications pour les inscriptions. Et je sais que c'est pas trop tard hein, pour s'inscrire, c'est déjà un peu avancé, mais pas trop tard pour s'inscrire pour la rentrée prochaine. Entendu. Il y a également des aides et des bourses à l'éducation qui existent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les montants alloués aux bourses prévus pour 2022? Quelles sont les procédures? Voilà, alors je vais passer la parole à Nadège qui va juste vous donner les montants. C'est une grosse enveloppe financière qu'on attribue aux Français les plus en difficulté. Donc Nadège, à la fois les montants et puis peut-être la procédure si on veut candidater à ces bourses. Oui, alors sur les montants pour la période scolaire 2021-2022, on est sur un budget de 2,5 millions de bourses, de 2,5 millions d'euros de bourses qui ont été attribuées à 136 élèves.
Là, on est en ce moment en train de clôturer la première campagne, comme on l'appelle, de bourse scolaire pour l'année 2022-2023. Le budget n'est pas encore défini parce qu'il n'est pas défini à l'avance et il dépend des demandes qui sont déposées. On a tout de même une enveloppe de référence, c'est l'enveloppe qu'on pense utiliser pour l'année en fonction du nombre de demandes qu'on reçoit. Donc, notre enveloppe de référence, elle est de cette année 2 millions 160 000. Mais on peut, en fonction des demandes qu'on reçoit, débloquer plus de budget. L'AEFE peut nous allouer un budget complémentaire. Sur les critères, donc il faut évidemment être inscrit dans une des 8 écoles homologuées de la circonscription, comme l'a dit Monsieur le Consul. Et ensuite, les bourses sont définies à partir de critères qui sont des critères de revenus. Donc, en fonction de votre revenu net et également de critères de patrimoine mobilier et immobilier. Le seuil les critères pour le patrimoine mobilier, c'est un seuil à 100 000 euros. Et pour le patrimoine immobilier, c'est un seuil à 300 000 euros. Alors, je vois un commentaire là, qui vient d'être fait sur le fait que ces seuils ne sont pas adaptés à la ville de New York. En tous les cas, en un sens, c'est vrai. Hein, on est bien conscient de ça. On a des seuils, on a différentes catégories de seuils à l'échelle du monde. Et évidemment, les États-Unis sont dans la catégorie ouais, voilà, là, je vois des commentaires. Voilà. Sont dans les seuils les plus élevés, mais qui apparaissent malheureusement comme trop peu élevés, enfin trop voilà, pour des Français qui pensent là, comme c'est le cas d'un compatriote qui vient de commenter en disant comment peut-on vivre avec 100 000 $ à New York. Je peux vous dire, monsieur, qu'il y a malheureusement quand même beaucoup de Français qui vivent avec moins de 100 000 $ à New York. Et on doit forcément à un moment poser un seuil. Pour une famille pour 4, a-t-il précisé. Je précise. Ce n'est pas 100 000 $ tout seul, c'est 100 000 $. Malheureusement, voilà, quand on a 138, voilà, on a des situations vraiment très difficiles. Et notre action doit aller en priorité au soutien à ces Français-là. Ensuite, on est dans une discussion avec notre administration centrale, nos autorités, pour essayer d'avoir des allègements au cas par cas aussi, pouvoir prendre en compte la situation spécifique de certaines familles. Voilà, tout cela existe, hein, il n'y a pas non plus une impossibilité. Si on voit que les seuils peuvent entraîner une vraie difficulté, on peut avoir un peu de souplesse, mais malheureusement, on est contraint par certaines limites et on peut compter en tout cas sur notre engagement pour faire le maximum. Je dois aussi dire que les écoles ont elles-mêmes des bourses qu'elles apportent aux élèves en difficulté avec des montants aussi considérables. Hein, et donc, vous pouvez demander aux écoles quelles sont leurs procédures, parce que justement, les écoles mettent en place des bourses, notamment pour les Français qui sont hors des seuils des bourses scolaires et qui ont quand même des revenus qui ne leur permettent pas de scolariser les enfants dans les écoles. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers les écoles et à leur poser la question, parce que leur budget est important et n'est pas toujours utilisé. Donc, important de demander aux écoles si vous avez l'ambition de scolariser vos enfants. On va passer à la dernière partie parce que ça leur tourne, n'est-ce pas? Et sur les services consulaires, les démarches administratives, donc beaucoup de questions. Alors, je vais vous en poser deux pour introduire cette partie. D'abord, une question, j'essaie de joindre le consulat par téléphone sans succès. Est-ce qu'on ne peut plus appeler, on ne peut plus joindre par téléphone le consulat? Et puis, une question de Sophie qui résume un On vous a perdu, Elisabeth. Vous avez entendu la première question? La première, oui. Voilà. Pas la deuxième. On a des petits problèmes de connexion. C'est bon pour là. Sophie qui dit que c'est très difficile d'avoir un rendez-vous, que souvent on propose qu'une date ou deux, mais pas plusieurs mois à l'avance. C'est une énorme frustration. Vous savez que c'est toujours entre la perception pour vous, vous avez l'impression
d'offrir des dates à chaque fois, mais vous en offrez qu'une avec un horaire, ce qui peut être contraignant et frustrant. La perception, c'est qu'on a l'impression quand on veut prendre rendez-vous, qu'on n'a pas le choix, qu'il y a très peu de rendez-vous. Donc, qu'est-ce que vous répondez à Sophie et à toutes ces personnes qui ont la sensation, c'est peut-être pas la vôtre, mais qui ont la sensation qu'il n'y a pas de rendez-vous, qu'il n'y a pas assez de rendez-vous pour faire les renouvellements de passeports notamment? Merci. Alors, sur ces 2 points, alors, je vais être très, très direct, hein, c'est mon habitude. La première question sur le fait qu'il n'y ait personne au bout du fil, c'est faux. C'est faux et j'encourage tous ceux qui sont autour de la table à faire l'essai si vous le souhaitez. Enfin, peut-être pas parce que ça va inonder notre… Mais si vous avez vraiment une vraie question et à nous envoyer un message, si ce n'est pas le cas, en disant le consul m'a dit, mais nous a dit au webinaire, mais en fait, c'est faux. Il y a vraiment à nous donner l'horaire à laquelle vous avez appelé et le numéro, parce qu'on a quelqu'un qui travaille de façon extraordinaire. On a 2 personnes qui font ça, qui répondent à vos mails. On a répondu… Chaque année, on répond à plus de 20 000 mails, on répond à plus de 30 000 appels. Enfin, je veux dire, c'est considérable. Donc, on ne peut pas laisser dire qu'on ne répond pas au consulat général. On reçoit d'ailleurs des appels de gens qui habitent dans d'autres pays voisins, dans d'autres États hors de la circonscription, parce que justement, à New York, on répond aux questions qui sont très Eh nombreuses. bien, je pense qu'on a compris. Maintenant, sur les rendez-vous, je préfère parce qu'on ne peut pas laisser tout dire, en fait. Voilà. Sur les rendez-vous pour les passeports, là aussi, bien dire les choses, hein, c'est que on a, nous, une équipe qui fait des passeports, enfin, qui délivre des passeports. Enfin, les passeports sont délivrés en France, mais qui reçoit les usagers pour les passeports. Une équipe de 3 personnes. C'est 3 personnes, hein, l'équipe, qui a été soumise aux mêmes préoccupations pendant le Covid que tous les Français de la circonscription. Le consulat a fermé ses portes physiquement pendant 3 mois, hein, donc au pic de la crise. Et cette fermeture a entraîné un stock de demandes de Français qui n'ont pas pu demander à ce moment-là. Et ça, avec d'autres facteurs, notamment le fait que de nombreux Franco-Américains qui se satisfaisaient avant seulement d'un passeport américain, mais à cause de la fermeture des frontières, et puis même aujourd'hui, parce qu'il y a eu la fermeture des frontières et qu'on veut être un peu sûr, on demande un passeport français en plus de son passeport américain, a fait augmenter la demande dans des façons considérables. Voilà. Donc, on a fait en 2020 donc, beaucoup moins de passeports à cause de la fermeture pendant 3 mois, comme je l'ai dit. En 2021, on a délivré à New York 50%, enfin 45% de passeports de plus qu'avant le Covid. Donc, ça veut dire qu'on a délivré 5 800 passeports au lieu de 4 300 avant le Covid. Donc, pour vous dire, la mobilisation des équipes qui sont à flux tendu, qui souffrent aussi et qui font le maximum. Voilà. On a mis en place un système. On était monté à 4 mois de retard, hein, enfin de délai de prise de rendez-vous. Donc, on prenait un rendez-vous, c'était 4 mois. Maintenant, on a un système, grâce à l'engagement des équipes, où vous pouvez chaque jour, il faut vous connecter à 18 h, c'est sur le site internet du consulat, et je vous garantis que si vous vous connectez à 18 h, pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, certains jours, vous pouvez prendre un rendez-vous 14 jours après cette date-là. Ça veut dire que si vous prenez le rendez-vous aujourd'hui, 17 mars, vous aurez un rendez-vous 14 jours plus tard. Et je vous garantis que vous aurez le rendez-vous. Donc, si vous avez une date particulière à cibler, eh ben, vous faites le calcul, vous dites je me connecte 14 jours avant cette date et je prends rendez-vous. Plusieurs mois à l'avance. La question, c'est souvent aussi, on ne peut pas prévoir justement plusieurs semaines plus loin que 15 jours, on ne peut pas prévoir plusieurs mois à l'avance. Mais non, parce que justement, si on commence à faire glisser les prises de rendez-vous, ça devient ingérable. Quand on est passé à 4 mois, en septembre 2020, on était à 4 mois. On avait beaucoup d'irresponsabilité aussi, je suis désolé de le dire, de la part de certains demandeurs qui s'inscrivaient par confort, en fait, par sécurité, qui annulaient au dernier moment, parce qu'à 4 mois, en fait, on s'inscrit, il n'y avait pas vraiment de besoin, qui annulaient au dernier moment, ce qui crée beaucoup de problèmes. Souvent, et on le voit encore aujourd'hui, j'en appelle à la responsabilité des Français de prendre un rendez-vous que quand on a vraiment besoin d'avoir un rendez-vous. Parce qu'il y a des Français qui viennent, et il y en a beaucoup qui viennent alors qu'ils ont encore 2 ans de validité sur leur passeport. Donc, il y a aussi un peu de solidarité à avoir pour les Français. Il faut prendre rendez-vous quand on a 6 mois encore de validité sur le passeport. Et je vous garantis que si vous prenez à 14 jours, vous aurez rendez-vous. Et si jamais vous avez vraiment des difficultés, vous n'en aurez pas, mais si jamais il y a peut arriver, des difficultés, vous nous écrivez un message à l'adresse générique du consulat et on vous donnera un rendez-vous particulier pour répondre à ces difficultés.
Autre chose, j'avais pris l'engagement l'an dernier qui a été tenu 2 fois, avant les vacances d'été, avant les vacances d'hiver, de permettre à tous les Français qui souhaitaient aller en France, qui n'avaient pas de passeport, qui n'arrivaient pas à prendre le rendez-vous, d'avoir une procédure d'urgence. Si on avait un projet de voyage, je le ferai à nouveau cette année, de nous écrire par mail pour prendre un rendez-vous. On l'a mis sur les réseaux sociaux, on l'a mis en ligne, et je peux vous dire, et c'est plutôt un signe, je pense, du travail fourni par les équipes, qu'on a eu en fait assez peu d'inscriptions par ce canal-là, ce qui veut dire que les Français étaient arrivés à prendre, les 5 900 Français étaient arrivés à prendre rendez-vous par la procédure en ligne. Et on va faire une deuxième aussi édition, et là je finirai sur ce point-là, de prise de rendez-vous au-delà des heures additionnelles. On avait appelé ça la nuit des passeports. C'est pas vraiment une nuit, mais on allait jusqu'à 23 heures, hein, de 18h à 23 heures. On a fait ça avant Noël. On va faire ça le 31 mars pour permettre aux Français qui ont vraiment un projet de voyage avant l'été, qui ont des difficultés à prendre de rendez-vous, mais honnêtement, il n'y a pas plus de difficultés que ça, mais qui ont de s'inscrire de façon dérogatoire en envoyant un email. On a fait de la publicité, c'est sur le site, c'est sur les réseaux sociaux. Je vous invite à le faire si vous avez un projet, de venir de 18h à 23h, enfin à partir de 18h, le 31 mars, pour faire la demande de passeport. Après, échange avec nous par mail pour être sûr que cette demande… Il faut envoyer un email, mais ça, évidemment, on en parlera sur French Morning et sur le site du consulat. Donc, envoyer un email, prendre rendez-vous et on pourra venir après le travail ou le soir à 10h du soir. Et un dernier point, Elisabeth, si vous allez sur Internet, et on ne se compare pas, nous on veut toujours mieux faire que les autres et répondre aux Français, cette situation, elle est générale, notamment en France. Vous allez sur Internet. Non, mais je vous le dis, en France, le délai Moi, moyen… je relais les questions de frustration. C'est l'impression. Le délai moyen pour un passeport en France, actuellement, c'est 3 à 4 mois. Hein. Il y a beaucoup d'articles de presse qui le font. Donc, nous, on est à 14 jours pour prendre un rendez-vous et ensuite, vous avez le passeport en moins de 14 jours chez vous qui arrive par la poste. Donc, voilà. Donc, c'est un délai incompressible d'impression du passeport. Ça, il faut le préciser. Et très bien. Écoutez, une dernière question, Anne-Laure, parce qu'on n'a plus que 3 minutes. Oui, alors on a une question d'Alain concernant la citoyenneté. Un couple de citoyens français qui a la double nationalité et qui a adopté son fils qui est maintenant majeur. Il a la nationalité américaine. Nous aimerions lui obtenir la nationalité française. Il l'a ajouté à notre livret de famille. Quelles sont les procédures pour y parvenir? Alors, je passe la parole à Laurent, même si c'est le consulat général à Washington qui est compétent sur l'état civil, mais Laurent peut vous apporter un éclairage tout de suite. Oui, volontiers. La décision d'adoption, lorsqu'elle a été rendue à l'étranger, il faut qu'elle soit, pour être reconnue en France, validée par le tribunal de Nantes qui s'occupe des décisions rendues à l'étranger. Donc, il va falloir à un moment que l'exéquatur de cette décision soit rendue par les autorités judiciaires à Nantes. Donc, ce dossier devra être transmis à ce parquet qui étudiera la validité de cette adoption et lui concédera une dimension soit simple, comme une adoption simple qui n'efface pas les filiations, soit plénière, comme une véritable adoption plénière, donc qui efface les filiations biologiques et d'origine. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce webinaire. Juste un mot peut-être avec Nadège ou Monsieur le Consul. Très rapidement, les services consulaires, on trouve les renseignements sur le site, notamment les permanences. Permanence pour avoir un notaire, avoir une séance gratuite avec un notaire. Est-ce que vous pouvez dire très rapidement en 1 minute? Nadège. Alors, on propose des permanences notariales 4 fois par an avec un notaire qui se trouve en France et qui se déplace ou qui fait des entretiens de 15 minutes gratuitement en visioconférence. On a également des permanences juridiques en droit de la famille et en droit d'immigration tous les mois. Donc, toutes les permanences sont indiquées sur notre site. Vous pouvez écrire au service social du consulat pour vous y inscrire. Et on aura une conférence juridique sur la famille et notamment l'enfant, sur les questions transatlantiques sur l'enfant. Ce sera le 5 avril avec des spécialistes de la question. Très bien. Bon, on retrouvera toutes ces dates. Donc, Monsieur le Consul, un dernier petit mot rapide à l'américaine, 30 secondes pour conclure.
Je veux vous remercier déjà, French Morning, pour le travail extraordinaire que vous faites, ce travail d'information et aussi de service pour la communauté française. Remercier tous les Français pour ce que vous faites au quotidien pour faire rayonner la France ici à New York, malgré les difficultés de l'expatriation, malgré les difficultés du Covid. Vous êtes là et ce sont vous vraiment, enfin, vous êtes les vrais ambassadeurs de la France au quotidien. Donc, tout cela est vraiment extraordinaire. Et puis remercier mon équipe, l'équipe du consulat qui est mobilisée au service, à votre service, au service de la France à New York. Voilà, merci à vous. Merci Ali. Vous retrouverez ce webinaire donc en entier sur les réseaux sociaux de French Morning et sur le consulat. Très bonne fin de semaine à tous. À très bientôt.